Henk de Zee est un conseiller principal à la fondation RUAF aux Pays-Bas. C'est l'ancien directeur de la fondation. Il y a 25 ans, je le connaissais déjà, il n'a pas changé, moi j'ai changé. Il maîtrise l'agriculture urbaine en Europe et dans le monde, dans les pays ACP, mais ailleurs, en Asie notamment, et c'est très important parce que cela lui permet de comparer les modèles, les meilleures pratiques et les réussites. Et de votre biographie détaillée, vous verrez que Henk a publié des ouvrages portant sur les différents systèmes d'agriculture urbaine dans le monde. Nous sommes très heureux qu'il soit là pour nous présenter son sujet. Il aura un petit peu plus de temps que les autres à sa disposition. Merci, bonjour à tous et toutes. Merci de m'avoir convié à cette réunion. Nous avons démarré la fondation RUAF en son temps. Et à l'époque, nous avions demandé à des fonctionnaires de différents pays comment ils percevaient l'agriculture urbaine. Ils nous disaient, bon, c'est quelque chose d'informel, à petite échelle, une activité effectuée essentiellement par les femmes sur des terres marginales qui n'étaient pas importantes pour les villes, et peu productives en tout cas, et on n'avait pas de mandat pour la sécurité alimentaire. Donc on ne s'en est pas beaucoup préoccupé et soit ça a été interdit, soit ça a été autorisé de manière tout à fait informelle. On peut travailler sur des terres agricoles, des surfaces dures, des toits et en intérieur également. Il peut s'agir d'agriculture à faible technologie, mais aussi bien à haute technologie, à petite et à grande échelle. Il peut y avoir des initiatives sociales, voire commerciales, ou bien mixtes. Il peut s'agir d'entreprises individuelles ou de coopératives également. Cela couvre la production, la transformation, la distribution et la gestion des déchets. Il s'agit de produire de la nourriture, mais aussi de proposer des services sociaux et écologiques aux populations urbaines. Nous savons que cette agriculture urbaine ratisse très large et compte tenu de cette caractéristique, il y a 6 ans, nous avons commencé à réfléchir. Nous nous sommes dit que l'on pourrait mettre en place un système agroalimentaire urbain à part entière. Ça va bien plus loin que l'agriculture urbaine à petite échelle. Nous avons envisagé donc des filières pour les villes. Mais le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'AUP, l'agriculture urbaine. Alors, combien de personnes sont impliquées dans cette forme d'agriculture? Si l'on regarde les différentes enquêtes faites ces 20 dernières années, on constate que dans la plupart des villes, 20 à 30% des habitants travaillent dans l'agriculture urbaine d'une manière ou d'une autre. Mais dans certaines villes, on arrive à 80 à 90%. Il y a une variation très grande entre les villes, surtout en Afrique. Pour ce qui est des terres utilisées par l'AUP, on voit que 11% de toutes les terres de culture irriguées sont dans les frontières des villes. C'est une surprise, bien sûr, et dans un rayon de 20 km autour des villes, on arrive à 60% de ces terres de cultures irriguées, ce qui montre bien l'importance de la planification urbaine par rapport à l'agriculture.
Autre question. Quel rôle cette forme d'agriculture peut-elle jouer pour répondre aux principaux enjeux urbains? On a déjà répondu à cette question avant moi. Hausse de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition dans les villes, hausse de la pauvreté sociale et de l'exclusion sociale, impact croissant du changement climatique sur les villes et la population, pénurie grandissante d'eau douce. Plusieurs villes ont dû fermer l'alimentation en eau parce qu'il n'y en avait plus assez. On l'a appris dans la presse il y a peu de temps. Dernier point, intensification des problèmes de gestion des déchets. Donc, que peut faire l'AUP pour surmonter ces problèmes? D'abord, la sécurité alimentaire et la nutrition. L'AUP est très importante pour fournir aux villes une quantité importante de produits frais et c'est en particulier des légumes verts, du lait, des œufs, de la viande, de volaille et de porc. Si l'on combine tous les chiffres disponibles pour l'instant, on a ce genre de chiffres. Les légumes, 30 à 75% sont produits dans les villes. Pour les œufs, la volaille et le lait, on va même plus loin. C'est encore supérieur. Si l'on regarde les quantités de denrées produites dans les villes, pas uniquement les produits frais, donc légumes et fruits, on voit que 5 à 15% de la consommation alimentaire urbaine totale vient des villes. Et si l'on pose la question aux villes, les villes ne parlent que de ce qui est produit dans la ville, mais si on couvre la périagriculture, le pourcentage augmente encore davantage, de 20 à 30%. L'AUP permet également aux citadins pauvres de se nourrir sainement et à petit prix. Bon, ils se nourrissent, mais souvent les denrées sont de médiocre qualité. Si on rend ces aliments plus accessibles à proximité, c'est très important pour ces citadins pauvres. L'agriculture urbaine permet aux villes d'affronter le problème d'approvisionnement de denrées des zones rurales. On est moins vulnérable par rapport à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement venant de zones rurales ou des ports. Par exemple, s'il y a des conflits, des hausses de prix, des sécheresses, des inondations et autres. Passons maintenant au point suivant, l'AUP génératrice d'emplois et de revenus. Je l'ai déjà dit, en Afrique, dans la plupart des villes, de 20 à 30% de la population urbaine pratique cette forme d'agriculture. Pour ce qui est des revenus, en plus donc des aliments, cela représente un quart jusqu'à 2/3 de leurs revenus. Pour tous les protagonistes, pour certains groupes spécifiques, cela peut être beaucoup plus élevé. Et on y reviendra plus tard. Pour ce qui est de l'AUP périurbaine, notamment l'horticulture périurbaine, en moyenne, le salaire est supérieur au salaire minimum. La Banque mondiale a analysé différents secteurs et différentes villes en Afrique et a constaté que les secteurs les plus rentables et qui sont en croissance la plus rapide sont l'horticulture et la production de produits laitiers. C'est important pour la sécurité alimentaire, bien sûr, mais pour la croissance économique et la création d'emplois également. Bon, on a parlé de production de denrées, mais il y a un effet multiplicateur énorme. Chaque dollar investi dans la production alimentaire urbaine et périurbaine génère des revenus de 1,4 à 2,6 $, ainsi que des emplois dans le secteur alimentaire urbain, dans les transports, la transformation, la production de compost pour l'agriculture urbaine, et j'en passe. Si l'on sait que dans l'agriculture urbaine, normalement c'est 1,4, 1,5, on voit que cette forme d'agriculture en moyenne crée beaucoup plus d'emplois et de revenus que les autres formes d'agriculture. Pour ce qui est de l'environnement urbain,
On n'en a pas beaucoup discuté au départ, mais depuis 5 ans, les environnements urbains attirent énormément l'attention. L'agriculture urbaine peut réduire la production de gaz à effet de serre en produisant des aliments frais près de la ville. On utilise moins d'énergie dans le transport, le refroidissement et le conditionnement des aliments pour transférer les denrées vers la ville. À Almere, une ville néerlandaise, en haut à droite, ils ont fait de la planification urbaine en prévoyant suffisamment de zones pour nourrir 20% de la population, ce qui a réduit de 16 millions de kilomètres les transports et les distances parcourues avec sécurité alimentaire pour 11 000 ménages par an. En incluant l'AUP dans la planification urbaine, il y a eu également un impact énorme sur la réduction des gaz à effet de serre. En augmentant les toits verts et les couverts végétaux dans les villes, on réduit l'énergie utilisée pour le refroidissement et on garantit une meilleure capture du CO2. On a fait une étude à Kesbewa, une ville au Sri Lanka, et on s'est rendu compte que la température dans les zones vertes dans et autour des villes était inférieure de 7% par rapport à la ville construite. Donc cela a un impact énorme. À Durban, on a fait une étude sur la température des toits. La température d'un toit vert en fin de journée est la moitié par rapport à celle d'un toit normal. Donc de 41 degrés, on était arrivé à 22 degrés Celsius. Ça a donc un impact important sur l'énergie utilisée dans la maison située en dessous du toit. En utilisant dans l'agriculture des déchets organiques urbains compostés, on réduit les émissions de méthane, de même que l'énergie utilisée pour la production et le transport d'engrais. À Dhaka, nous avons fait une étude qui a montré une réduction. Donc, une tonne de déchets organiques compostés a permis de réduire de 25 à 30% l'utilisation des produits chimiques. On peut parler Urban agriculture also helps to reduce the effects of climate change. La réutilisation dans l'AUP des excédents de chaleur, d'eau de refroidissement, de CO2, de déchets alimentaires issus des secteurs résidentiels et industriels permet de diminuer l'utilisation totale de l'énergie urbaine. À New York, on s'est rendu compte que cette agriculture était la meilleure manière de gérer les eaux d'orage, les bassins d'orage. Et ils ont donc investi dans une infrastructure verte, notamment dans l'agroforesterie, pour gérer mieux les eaux pluviales. À Freetown et à Antananarive, on a utilisé l'AUP pour minimiser l'impact des inondations et on a donc interdit les constructions sur ces zones et on a protégé donc les habitants de ces zones. Ce faisant, idem à Lima, l'agroforesterie pratiquée sur les pentes escarpées a été utilisée pour restreindre l'érosion et éviter les glissements de terrain, minimisant ainsi les effets du changement climatique. Et puis, l'AUP réduit la pression sur l'eau douce. Les eaux usées des villes sont utilisées pour irriguer les zones cultivées en plantées de fruits, de légumes, d'autres cultures. Ça couvre 12 000 hectares.
pour nourrir la ville. Dans certains pays, on utilise l'agroagriculture pour nettoyer, purifier les sources d'eau. Par exemple, à Kampala, on a des zones humides qui jouent un rôle très important dans cette purification. Hazelwood également, c'est une ville qui a récupéré 132 hectares de zones industrielles en les plantant d'arbres. Cela fait plusieurs années et les récoltes ont déjà eu lieu, ont permis la construction de bâtiments, de maisons. C'est l'exemple le plus connu ici que vous voyez à l'écran et qui vise à inclure des groupes vulnérables, notamment des femmes seules, qui élèvent seules leurs enfants, des personnes qui n'ont pas de retraite ou qui sont moins valides. Il y a des villes qui ont des projets pour ces groupes sociaux afin de leur permettre de se nourrir et d'avoir une source de revenus. Dans l'agriculture urbaine permet de nettoyer des zones négligées, de créer de nouveaux espaces verts. La plupart des villes ont également des groupes socio-culturels différents qui produisent des aliments qui ne sont pas en vente dans les supermarchés. Ils produisent ces aliments eux-mêmes ou bien les font produire par d'autres. C'est très important pour eux. Ensuite, nous avons des espaces récréatifs, des personnes donc, qui font pousser ces espaces verts dans les exploitations agricoles, dans les fermes. Alors, face à tous ces projets, de nombreuses villes ont commencé à mettre sur pied des projets, des plans, des politiques visant à développer l'agriculture urbaine de manière durable et sûre. J'ai essayé de dresser une liste des enseignements les plus importants que nous avons retenus. Tout cela concerne l'échelon ville. Mais bien sûr, il faut que quelque chose soit fait au niveau national. Au Kenya, les villes ont attendu très longtemps que le gouvernement national ouvre la possibilité pour les villes de pratiquer cette agriculture qui était interdite. Depuis 2 ans, on a une loi sur l'agriculture urbaine et Nairobi prévoit une politique en la matière. Le gouvernement national a donc un rôle à jouer, mais ici, je vais me concentrer sur les villes. Il faut créer un foyer institutionnel pour cette AUP. On n'est nulle part pour l'instant. Il faut un service coordinateur, une unité, peu importe, de même qu'un groupe de travail interdépartemental, interministériel. On l'a dit, un seul secteur n'y arrivera pas seul. Cela concerne plusieurs secteurs et il faut que l'on tienne compte de tous les aspects, développement social, économique, santé et la planification urbaine. Autre objectif, instaurer un forum multi-acteurs impliquant les principaux acteurs dans le processus de planification, en couvrant aussi bien le secteur formel qu'informel. Il faut également procéder à une cartographie et à une analyse du système agroalimentaire dans les zones de concentration urbaine. Qui cultive quoi où, qui transforme quoi où, comment se passe le transport et quels sont les problèmes inhérents à ces activités. Quelles sont les options qui s'offrent à nous pour remédier aux problèmes. Nous devons également arriver à mettre au point une vision partagée sur le développement souhaité du système alimentaire local. Il y a bien entendu des intérêts différents, des points de vue différents, mais il faut arriver à une vision partagée à un horizon de 50 ans, par exemple. Quels sont les objectifs qu'il faut nous assigner et quels sont les changements que nous voulons mener à bien. Sur cette base, il faut définir un plan stratégique pluriannuel
avec des stratégies réalisables. Il faut également écarter les limites juridiques infondées sur l'agriculture urbaine ou périurbaine. Dans les villes, certaines personnes veulent commencer à cultiver sur les toits. Les possibilités en la matière sont énormes. Si l'on fait la cartographie, dans certaines villes, on arrive à des superficies incroyables, mais ce n'est pas utilisable parce que ce genre d'agriculture est interdit sur les toits dans certaines villes. Il faut donc arriver à une ouverture. Il faut organiser le cadre légal, financier, opérationnel. Il faut reconnaître l'AUP comme une utilisation légitime des sols en milieu urbain. Il faut développer des terres agricoles qui conviennent à l'espace. Il faut intégrer l'AUP dans la vision spatiale, notamment dans les projets d'utilisation des terres, comme cela a été fait à Dar es Salaam. Il faut protéger de l'empiètement les terres agricoles et agroécologiques de qualité situées dans la ville et sa périphérie. Il y a des choses parfois qui sont faites sans préserver les bonnes terres agricoles. C'est essentiel pour le système alimentaire des prochaines décennies. Il faut cartographier également les espaces libres et ouverts pour l'AUP. On en a souvent bien plus que ne le pensent les politiques, mais ça n'a jamais été analysé correctement pour une utilisation dans l'AUP. Ça concerne également les espaces à l'intérieur des anciennes usines qui ne sont plus utilisées à leur fin initiale. Il faut réserver un espace à l'AUP dans les projets de logements sociaux, de réfection des taudis. Donc, comme cela a été fait donc à Kampala ou à Colombo et au Cap, où l'on a restauré des taudis en créant des entrepôts et des espaces pour la nouvelle forme d'agriculture. Souvent, les fermiers urbains ne sont pas organisés. Il faut les encourager à s'associer pour se faire entendre au niveau municipal. Il faut leur fournir des formations techniques, mais en marketing également et en entrepreneuriat. Il faut leur offrir des moyens, surtout pour les pauvres. Il est important d'avoir un accès à l'eau, aux graines, au compost et aux outils. Et il faut également un accès au crédit et au marché pour d'autres groupes. Leur offrir ce genre d'opportunités est absolument primordial. Il faut aider les PME et les jeunes pousses, par exemple, pour obtenir des licences, des documents. C'est difficile. Il faudrait simplifier les procédures et les raccourcir pour les aider. L'approvisionnement alimentaire local par les organismes municipaux est également très importante. Il y a les programmes d'alimentation à l'école et à l'achat de denrées alimentaires aux agriculteurs. Soutenir la recherche dans les technologies appliquées à l'agriculture urbaine. Donc il faut pratiquer l'agriculture dans certaines conditions. Peut-être ils utilisent des eaux usées. Et donc il faut trouver des moyens d'utiliser l'eau sans danger. Et donc il faut le faire pour que cela ait un impact positif sur la population. Donc, et également, il y a beaucoup d'expérience et de littérature sur toutes ces pratiques. Nous avons un partenaire il y a beaucoup de littérature donc sur ce sujet. Réduire donc le gaspillage et les pertes alimentaires et encourager la récupération des ressources et le
recyclage. Alors ici, c'est un domaine très important pour les prochaines années, car il y a beaucoup d'énergie qui n'est pas utilisée dans les villes, et l'agriculture urbaine peut l'absorber et s'en servir. À Amsterdam, en ce moment, ils construisent un nouvel oléoduc pour chauffer les serres et transporter donc l'énergie depuis les villes jusque dans les serres. Récupérer les eaux pluviales des toits, des environs pour les utiliser dans l'AUP. Aussi, il faut réduire les risques sanitaires et environnementaux qui sont liés à l'AUP. Si vous laissez simplement les choses se faire sans prendre des mesures complémentaires, il pourrait y avoir des complications. Il faut assurer une coordination renforcée entre les services sanitaires, agricoles et environnementaux, un zonage adéquat de l'agriculture urbaine. Il faut également garantir une formation des agriculteurs pour des productions sûres. Nous avons une fois réalisé une étude à Accra qui avait montré qu'il y avait plus de pollution donc, par les revendeurs que par les agriculteurs. Donc la gestion, la manipulation des denrées alimentaires est très importante. Et il y a aussi la prévention de la pollution de l'eau et de la terre par l'industrie. Donc là, il s'agit de séparer les déchets et les sources d'eau usées. Alors en guise de conclusion, il y a déjà un grand accent qui est mis donc, dans l'agenda international et cela a déjà été évoqué. Il y a un nouvel agenda urbain de 2016 de l'ONU qui inclut la production de denrées alimentaires en milieu urbain. Il existe déjà une mine d'informations tirée d'expériences passées, des approches, des outils, des politiques, des cadres de suivi, des possibilités de formation dans ce domaine. Alors ici, pour vous montrer quelques ressources utiles, donc le pacte de politique alimentaire urbaine de Milan, et là c'est un cadre d'action mondial signé par 165 maires prêts à instaurer des systèmes alimentaires durables et à garantir une alimentation pour tous. Donc vous pouvez en choisir un et en tirer des enseignements. Il y a également le programme Aliments pour les villes de la FAO qui encourage les pays et les villes à améliorer leur système alimentaire urbain. Et donc c'est une agence bilatérale qui appuie le projet pour le cofinancer. Il y a également le City Food Declare RUAF qui est un réseau de 17 villes et de régions qui partagent leurs expériences de mise en place de systèmes alimentaires urbains. Elles peuvent obtenir sur demande un soutien technique de la part de RUAF et de l'ICLEI. Donc si vous voulez vraiment échanger avec d'autres villes, là c'est vraiment l'occasion de le faire. Si vous voulez davantage d'informations sur la RUAF, je vous invite à vous rendre sur le site internet et vous pouvez retrouver notre magazine sur l'agriculture urbaine. Merci infiniment.